Roger. C'est- alors c'est parti. Donc, bienvenue à tous et à toutes, et notamment, enfin, bravo, enfin, j'espère que vous étiez là depuis ce matin parce que vraiment des thèmes importants ont été évoqués ce matin. Donc nous, le sujet, et sujet autour duquel j'ai souhaité convier les divers intervenants que vous allez entendre. Notre sujet, c'est recherche au pluriel, entre liberté académique au pluriel, coopération, marché au pluriel et rivalité géopolitique au pluriel. Donc autant vous dire que c'est un sujet vaste et que le premier temps a consisté à essayer de se repérer un peu. Je me suis dit, mais comment on va sortir de cette galère là de table ronde pour essayer de débattre de tout ça. Et donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de dire d'abord que le sujet est sérieux et que l'heure est grave. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on souhaite en faire une table ronde très vivante et vraiment sur le registre du débat, et on prendra ce débat à divers niveaux. Alors pourquoi l'heure est grave? Parce que ça fait quelques années maintenant que nous sommes... oui, je préfère les questions dans le chat, si ça ne vous ennuie pas. Voilà, et ça peut être... voilà, parce que la question a été posée dans le chat par Julienne, que j'embrasse au passage. Et oui, l'heure est grave parce que ça fait un certain nombre d'années maintenant que l'alerte est sonnée par un certain nombre de collègues et sur des registres très différents, qu'il s'agisse des tensions sur les ressources des établissements, qu'il s'agisse du déclassement à l'international de la recherche française, qu'il s'agisse de la légitimité des sciences sociales et humaines vis-à-vis des sciences exactes, ou qu'il s'agisse évidemment, comme cela a été évoqué dans la table ronde précédente, pêle-mêle de la place de la langue, de la place du français, du risque de disparition de la diversité linguistique, ou encore dans la table ronde encore précédente, de la prise de pouvoir par les plateformes et de tous les enjeux que cela peut poser en termes de souveraineté, puisque c'est le sujet de ce séminaire, et donc de souveraineté scientifique. Et c'est aussi la raison, parce qu'on est au cœur de toutes ces questions, que la Revue française de gestion, en tout cas son conseil de rédaction, a été ravi de s'associer à ce séminaire et de lancer un projet de dossier ou numéro spécial selon le nombre de manuscrits en lien avec la SFM, parce que nous sommes très clairement au cœur d'un champ de force et d'un champ de tension absolument majeur et qui doit être, de mon point de vue, traité comme tel. Donc, quelques points de repère, sans être trop long. Simplement dire que j'avais eu l'honneur d'élaborer avec Corinne Grenier de Catch Business School, à la demande de Pierre-Louis Dubois, en 2016-2017, une étude de la FNEJ précisément centrée sur la question des ressources des établissements. Donc, établissement de management, enfin, sciences de gestion et management, ça veut dire université, enfin faculté, IAE, grandes écoles, département de gestion d'écoles d'ingénieurs, etc., etc. Et c'est vrai qu'on avait senti cette alerte. Voilà, on avait vraiment senti cette alerte et la nécessité de se saisir et de repenser le problème. On a essayé de le faire avec quelques points sur lesquels je reviendrai peut-être au fil de cette table ronde. Parmi ces points, il y avait quand même l'idée très très forte qu'en gros, tout le monde faisait la même chose. Tout le monde suivait ce fameux mouvement vers l'excellence, cette quête d'excellence internationale, cette quête d'excellence en recherche, cette quête, etc. Et que tout ça reposait sur un grand nombre de mythes que nous nous sommes attachés à déconstruire, et dont on pourra débattre si vous voulez. Par exemple, que la recherche internationale excellente et les enseignants-chercheurs excellents dans les revues les mieux étoilées nourriraient par une sorte d'effet magique de l'activité d'executive education et du fundraising qui arriverait par magie dans les établissements. Ce n'est pas vrai. Voilà. En tout cas, c'était l'avis des acteurs que nous avions pu rencontrer avec Corinne Grenier. Ou pour reprendre la formule de Bernard Amanso, la formation continue, ce n'est pas un centre de profit, c'est un centre de coût. Donc, ce qui nous avait beaucoup interpellé. Voilà, donc toute une série de mythes, le numérique qui pourrait nous sauver. Ben non, c'est à nouveau aussi un centre de coût. Et donc de véritables tensions, de vraies tensions, et qui nous avaient amené à formuler des propositions assez fortes. Et
sans doute la plus importante, c'était de reconsidérer la recherche comme en gestion, en management, comme un produit culturel, et qui méritait à ce titre d'être traité avec les outils de l'exception culturelle, comme on a pu le faire dans le cinéma, la musique, etc. Voilà, il ne faut pas juste faire des pétitions de principe pour défendre la diversité culturelle, il faut s'en donner les moyens. Et donc, on prenait l'exemple du Festival de Cannes dans le cinéma, des quotas de diffusion de radio de musique francophone, etc., etc. Et je pense qu'il faut placer le débat à ce niveau-là. Ce point-là s'est complété par plusieurs alertes qui ont été publiées dans la Revue française de gestion, notamment de Michel Albouy, qui avait rebondi sur une interview de Bernard Ramanso qui disait « Les écoles de commerce ne sont plus au bord du gouffre, elles sont dans le gouffre ». Voilà, c'était une formule assez forte. Et un texte de Jean-Pierre Nioche qui lui proposait une conférence globale des directeurs d'établissement, texte qui avait fait beaucoup de débats. Donc, pour introduire cette table ronde où se jouent tous ces enjeux de liberté académique, puisqu'évidemment, voilà, c'est liberté d'expression. Je pense qu'on est au cœur du débat public aujourd'hui, hein, et des libertés de recherche sur un certain nombre de sujets. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser. D'enjeux de coopération et de rivalité, de tensions géopolitiques, de savoir si nous sommes même à l'aube d'un changement de paradigme qui nous amènerait potentiellement vers une forme de déglobalisation avec des montées en tension internationales. Je pense qu'il faut qu'on essaye de brosser tout ça pendant cette table ronde. J'ai quasiment consommé mes 7 minutes et donc je présente les divers intervenants et qui ont accepté d'être un peu représentants de divers niveaux institutionnels, ce qui va donner aussi une grande richesse, je pense, à cette table ronde. Et donc, nous débuterons cette table ronde par une intervention d'Éric Lamarck, qui est directeur de l'IAE de Paris, Sorbonne Business School, et président du réseau IAE France, et qui, sans déflorer son intervention, mais se placera notamment au niveau d'une direction d'établissement et d'une direction, voilà, la façon dont on voit cette question, ce sujet de la table ronde du point de vue des établissements et d'un directeur d'établissement. Puis ce sera Aude Deville, donc professeure à l'IAE de Nice, Université Côte d'Azur, présidente du Conseil national des universités sciences de gestion et du management, et donc qui, en tant qu'à la fois professeure à l'IAE, mais évidemment comme présidente du CNU, nous apportera son regard sur cette question dans un contexte par ailleurs que nous connaissons tous assez chahuté au niveau des universités en raison de la loi de programmation de la recherche, qui n'est pas évidemment sans lien avec notre thème général de table ronde. Puis suivra Aziza Laguessire, qui est professeure à l'IESEG, qui est rédactrice associée de la revue Comptabilité Contrôle Audit, et qui nous prendra là l'angle notamment de l'évaluation de la recherche, puisque c'est évidemment le thème qui nourrit aussi cette journée et dont on a beaucoup parlé dans la table ronde précédente. Voilà, je laisserai Aziza développer. Aziza a notamment un point d'attention majeur autour de la question des algorithmes et de ce que cela nous prépare. Puis nous terminerons avec Thomas Parisot, donc pour ce premier temps, hein, des brèves interventions. Donc, 4e intervenant de cette table ronde. Et donc Thomas Parisot, alors qui est de chez Kern. Voilà, excuse-moi Thomas, je ne veux pas te faire d'erreur sur ton titre. Et donc du coup, je laisserai présenter ton titre, parce que je crois qu'il a bougé un petit peu. Directeur général adjoint de Kern. Voilà, donc directeur général adjoint de Kern. Et au niveau du groupement français des industries de l'information, tu es vice-président. Vice-président du groupement français des industries de l'information. Et donc, évidemment, la plateforme Kern, pour nous, voilà, c'est un peu à la croisée de tous ces sujets que nous allons évoquer dans cette table ronde, puisque Kern est une plateforme francophone, c'est une magnifique réussite, je pense qu'on peut le dire et que ce sera un avis tout à fait partagé. Toutes les revues sont présentes sur Kern. Quand on commence à s'intéresser à ce qui se passe sur Kern, on se rend compte que les critères habituellement pris pour évaluer la recherche peuvent
significativement bougé. Je pense notamment aux questions d'audience et de lectorat, et des chiffres qui ont pu surprendre les premières fois où je les ai donnés, typiquement concernant la revue française de gestion. Donc, mais ça va bien au-delà de ça, mais on y reviendra pendant cette table ronde, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qui intéresse les lecteurs n'est pas du tout nécessairement ce qui évalue les instances d'évaluation. C'est en soi extrêmement intéressant. Et je pense notamment à cette hystérie du H-index à 3 ans, alors que les lecteurs relisent des articles qui ont plus de 20 ans. C'est quand même intéressant à mentionner. Et certains des intervenants dans cette table ronde font d'ailleurs régulièrement partie des auteurs les plus lus et les plus consultés de la revue française de gestion. Donc voilà, j'ai mangé même un peu plus que mes 7 minutes et je passe immédiatement la parole à Éric Lamarque. Bien, merci, vous m'entendez bien, j'espère. Merci d'abord Jean-Philippe et merci à la SFM de m'avoir convié à évoquer effectivement, et je confirme donc que je m'exprimerai principalement comme directeur d'établissement par rapport à la thématique de la journée et la thématique spécifique de la table ronde. Je commencerai, je dirais, comme j'ai un peu pris l'habitude de le faire depuis quelques années, quand on m'a parlé de souveraineté, ou enfin, du sujet et de liberté, je suis revenu sur des... qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes-là, hein. Donc j'ai repris une définition assez simple du Larousse sur ces sujets-là. Et quand vous regardez la définition du Larousse sur ces sujets de souveraineté ou de liberté, il y a deux notions qui reviennent, c'est la notion de pouvoir et la notion d'indépendance. Et donc, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'ai le pouvoir d'exercer, ou quel pouvoir j'ai d'exercer mon métier de directeur d'établissement, et je ne parle pas là en tant qu'enseignant-chercheur, vraiment en directeur d'établissement, quelle indépendance j'ai ou je n'ai pas pour exercer ce métier-là. Et le premier constat que je fais, c'est que évidemment, loin de l'idée d'une liberté absolue, loin de l'idée d'une souveraineté absolue, tout ça ressemble plus à une liberté encadrée, et ça me va assez bien, à laquelle je participe d'ailleurs, à l'encadrer, cette liberté, je l'assume totalement. Mais je suis aussi de l'autre côté en recherche permanente et en conquête permanente de certains degrés d'autonomie que j'estime ne pas avoir, et degré de liberté, quoi. Je parlerai plus de degré de liberté. Donc, la question, c'est celle de l'équilibre entre l'autonomie et l'encadrement et les degrés de liberté que l'on peut avoir. Moi, je considère que sur des politiques scientifiques, je suis une institution publique, donc financée, même si je vais chercher beaucoup de ressources propres, mais financée pour une partie par l'État, je ne ressens pas de difficulté ou d'empêchement d'élaborer une politique scientifique comme nous le souhaitons au sein de l'établissement. Voilà, donc je n'ai pas de frustration, de liberté autour de ça, évidemment dans le domaine qui est le nôtre du management. Je ne sors pas même si les débats sont ailleurs en ce moment que dans le management, mais beaucoup, mais moi je parlerai dans le management. Sur les questions de formation, qui est quand même notre deuxième sujet de prédilection, je m'aperçois que je peux être, je suis attentif en tout cas à ce qui se passe sur un site. D'ailleurs, le ministère évoque ces questions de site pour élaborer une politique de formation qui sera en lien avec la recherche et qui doit s'inscrire dans un site et éviter de faire 4 fois ce que font les autres. Et que c'est ça. Donc, globalement, déjà, on voit bien cette idée de liberté encadrée et de possibilité encadrée, mais encore une fois, je ne sens pas d'inconfort à mon niveau ni au niveau de mes collègues là-dessus. Parmi les éléments de contrainte auxquels j'ai en tête, et qui, pour moi, dans ces questions de souveraineté ou de liberté absolue, il faudrait avoir zéro contrainte. Donc, bon, on ne va pas faire dans le style bisounours ou dans des choses comme ça. Donc, non, il y a des contraintes. J'évoquais évidemment, ça a été rappelé par Jean-Philippe, la contrainte de l'accès aux ressources. Donc, si je trouve d'autres ressources que les ressources publiques, je gagne des degrés de liberté. Mais est-ce que je ne perds pas d'indépendance? Ça, c'est un débat, c'est un autre débat. Je vais cadrer cette liberté, pas tout seul, mais dans le cadre, par exemple, de l'élaboration d'un plan stratégique à l'IAE. Donc, l'élaboration de ce plan stratégique, il est participatif depuis mon mandat. Et donc, ce qui est écrit dedans est quand même le fruit de la contribution de la plupart du corps social, et même les personnels administratifs sont mis au courant de cette politique. Mais c'est clair qu'un collègue ou une collègue qui nous rejoindrait pendant un mandat se retrouverait cadré dans cette politique scientifique générale. Et puis, il y a les cadrages habituels, que sont notamment le cadrage juridique,
qui est important. Le cadrage juridique avec d'un côté la liberté d'expression, un cadre juridique qui doit garantir une certaine liberté d'expression, et de l'autre, un cadre juridique qui définit des sujets ou des paroles qui sont prohibées et qui peuvent amener dans un registre pénal pour celui qui les promeut ou qui les porte. Donc ça, c'est des choses, bon ben voilà, ça existe, hein. On peut en penser ce qu'on en veut. En tout cas, ce sont des éléments qui peuvent, pour certains, avoir donné l'impression que ça altère un petit peu ces idées de liberté ou de souveraineté. Et puis, par ailleurs, hein, enfin, je ne vais pas refaire une leçon d'agrég, hein, même si les gens en parlent beaucoup. Derrière ça, si vous voulez, vous avez, si vous voulez exercer de la liberté, si vous voulez avoir, je dirais, cette autonomie, il faut avoir deux choses, des contrôles. On ne peut pas exercer sa liberté sans contrôle, donc le HERS, hein, pour pas le citer, son université de rattachement qui peut exercer un contrôle. Moi, je ne trouve pas ça non plus totalement hors de propos. Et qui va regarder, d'ailleurs, moi je vois quand je suis évalué par le HERS, comme beaucoup d'entre vous sûrement, qui regarde ce qu'il y a une politique avant de la juger, qui regarde s'il y a une clarté des objectifs avant de les juger, et qui regarde s'il y a une cohérence générale et une utilisation rationnelle des moyens. Donc, globalement, ce n'est pas un contrôle d'ordre moral ou thématique, hein. Ils ne viennent pas nous chercher vraiment là-dedans. On avait un débat avec des gens du HERS il n'y a pas longtemps qui le disaient. Et puis, autre mot important après le contrôle, c'est la responsabilité. Quelle responsabilité on veut avoir dans ces débats? Moi, je pense que si on a un certain degré de liberté ou qu'on a effectivement une certaine souveraineté grâce à ses moyens, à ses actions, etc., eh bien, la responsabilité, pour moi, des universitaires, hein, c'est celle, dans son domaine, donc le management, d'influencer des étudiants, d'influencer des entreprises, d'influencer des parties prenantes sur des bases solides de recherche scientifique, hein, avec donc cette recherche d'impact, hein, qui est quand même un sujet qui pour moi est central, impact sur des sujets que l'on choisit, des sujets sociétaux, ou sur des disciplines du management. Donc c'est ça, moi, pour moi, mon cadre d'exercice aujourd'hui, c'est celui-là en tant que chef d'établissement. Donc en réfléchissant un peu aujourd'hui à la table ronde, je me posais la question de comment, voilà, une fois qu'on a ça, ce socle-là, comment je gère ma relation avec des collègues, avec des individus, donc avec des gens qui eux-mêmes, à titre individuel, peuvent être habités et ont un peu en tête cette idée d'autonomie, de liberté académique. Bon, moi, je vous le dis très franchement, quelqu'un qui se mettrait sur des sujets totalement en dehors de ce qu'on fait, ou qui ferait des cours ou des sujets qui ne seraient pas dans un esprit que sont les IAE, par exemple, donc à l'IE de Paris, de professionnalisation, d'équilibre entre théorie et cas, etc., je vous dis franchement, ça ne m'arrange pas. Hein. Donc, ça ne m'arrange pas et ça va plutôt m'embêter qu'autre chose. Alors, évidemment, je vais faire attention avec mes collègues au moment du recrutement pour essayer d'identifier des gens qui sont sur des thématiques qui sont en ligne avec ce qu'on fait, quand ils rejoignent un projet et quand ils n'ont pas forcément participé. Et évidemment, mon travail, c'est d'inciter des personnes qui seraient un petit peu à la marge de l'établissement, et a fortiori dans un petit établissement, c'est de les inciter à nous rejoindre pour qu'on ait un peu un effet de masse, hein, parce qu'il y a, je pense, si on veut être influent et avoir de l'impact, il y a quand même un petit sujet de taille critique, sans avoir des labos ou des établissements de centaines de personnes, il y a quand même ce petit sujet de taille critique. Voilà, donc ça c'est mon premier sujet, c'est comment je gère ma relation aux individus par rapport à ça, qui pourrait être habité de moi je fais les cours comme je veux, je ne donne pas mes syllabus, je ne veux pas rentrer dans les cases, machin, etc. Il y en a quelques-uns comme ça. Voilà, donc moi évidemment ça ne m'arrange pas, mais je leur ai déjà dit, je leur dis clairement en général ce que j'en pense. Et deuxième volet, c'est la diffusion. Ça a été beaucoup les thèmes d'aujourd'hui, hein, je crois, la diffusion. Et donc là, on retombe sur liberté d'expression, liberté de critiquer, liberté de débattre. Sur ces sujets de diffusion, je termine, hein, il y a pour moi deux leviers sur lesquels il faut être extrêmement attentif. De notre point de vue, là encore je parle établissement, on parlait, hein, pour revêtre aujourd'hui dans ce que vous avez dit, la linguistique et les médias qu'on va utiliser. Quelle linguistique, quelle langue et quels médias? Ben, je vais vous dire, moi, très, très franchement, certains membres de la table ronde ne seront peut-être pas d'accord. S'il fallait que je fasse absolument, et si je voulais faire en 3 langues, il fallait parler plusieurs langues, disait notre collègue Champ juste avant. S'il faut faire des écrits en 3 langues et les traduire parce que je veux augmenter mon impact, je le ferai faire. Je le ferai traduire.
je ne vais pas me dire que je suis imposé, que je suis malheureux parce que le français n'est pas la langue de 7 milliards de personnes. Ben, c'est comme ça, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut pouvoir se battre à mon niveau sur ce qu'on est capable de faire bouger. Donc moi, je ne peux pas me battre là-dessus. Donc des Français, il y a 200 millions, je crois, à la louche de gens qui parlent français dans le monde. Ben, si je fais du français, il y aura la partie voilà, qui est intéressée à lire ça, qui va s'en occuper. Mais certainement pas les anglophones. Donc, ben, je fais en anglais, point, quoi, point barre. Enfin, il y a une époque, c'était le latin, quoi. Enfin, il y a toujours eu une langue dominante, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Donc, je ferai en anglais et je ne vais pas me contorsionner beaucoup sur le fait que c'est assez, c'est pas assez, les revues sont classées. Donc, moi, mon problème, c'est pas de faire une liste de revues ou quoi que ce soit. Mon problème est vraiment de savoir quel est le meilleur moyen d'avoir de la diffusion, d'avoir des contenus qui sont valides, validés, c'est très important, et de retenir tous les médias possibles sur lesquels on va toucher des gens par rapport à des sujets donnés. Donc une stratégie média qu'on va élaborer en relation avec les outils disponibles, les plateformes, les revues, les livres, enfin tous les médias que l'on peut utiliser. Et puis évidemment, le dernier point, c'est que je dois tout faire pour lutter contre des phénomènes de censure ou des phénomènes où on cherche à m'imposer des choses de l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement, et ça, c'est désagréable pour tous les collègues et pour moi le premier. J'en citerai simplement deux. Moi, j'ai des collègues qui ont été attaqués en justice, notamment en finance, parce qu'ils avaient critiqué des résultats financiers d'entreprise. C'est quand même pas rien. Donc ils avaient dit, moi j'ai été sollicité, je le dis, par un journaliste pour me faire dire ce que je pensais des résultats d'une banque de la place et de sa valorisation boursière. Il voulait absolument me faire dire que je trouvais ça nul. J'ai dit non, je trouve pas, c'est à ce niveau-là, point. Et donc ça pose le débat fondamental, à partir du moment où on veut développer comme ça son influence et sa stratégie média, ça pose le débat fondamental de la médiatisation du débat scientifique. Et la médiatisation du débat scientifique, on peut en dire des tonnes sur l'histoire des chloroquines et de la pandémie, sur l'histoire récente qui se passe à Grenoble. Et je pense que nous n'avons pas réfléchi aux conditions de la médiatisation des débats scientifiques. Et je pense que ça, c'est un sujet clé, et c'est ça qui aussi nous fera rendre plus crédibles et nous protégera aussi contre des gens qui veulent nous imposer des thèmes d'enseignement, des thèmes de recherche, qui veulent nous dire de ne pas dire certaines choses ou de ne pas étudier certaines choses. Et il faut revenir sur comment on peut médiatiser le débat scientifique sans se retrouver coincé par des gens qui maîtrisent mieux sans doute que nous toute la logique médiatique et tout ça. Parce que vraiment, se dire qu'on est souverain et libre à l'intérieur d'un petit périmètre en se regardant le nombril, c'est super, on est libre, franchement, ça ne va pas nous mener très loin. Ça nous amène à l'isolationnisme intellectuel, quoi. Donc, il vaut mieux dire, voilà, les médias, c'est ça, c'est comme ça existe. Il y a tout ce qui a été dit aujourd'hui et tout ce qu'on va dire là. Donc, il faut apprendre à avoir un vrai plan, une vraie stratégie, et comment on fait pour s'assurer que ce qu'on dit est entendable, valide, pour s'éviter des débats à l'emporte-pièce et des débats idéologiques ou autres. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on va finir. Ça va être pire que le Twitch de François Hollande avec Samuel Etienne, parce que les commentaires vont d'un seul coup partir. Parce que je vois que Jean-François Chanlat commence à répondre en disant qu'on peut être très lu quand on est traduit dans d'autres langues. Voilà. Mais je pense que c'est ce que tu disais d'ailleurs. Oui, non, mais c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Merci beaucoup, Eric. On va discuter de tout ça. Je passe la parole à Haute-de-Ville. Bonjour à tous. Merci beaucoup à la SFM pour nous avoir invités. Merci à Jean-Philippe pour me faire participer à cette table ronde. Et bravo pour l'organisation de cet événement, hein. C'est important qu'on puisse se rencontrer. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, la continuité académique, même si elle a été faite au niveau pédagogique, finalement, ça nous manque, hein. Du coup, ces rencontres entre collègues et ces discussions et ces débats, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc, c'est très intéressant et merci beaucoup de me donner l'occasion d'y participer. Alors moi, je vais du coup partir du mot diffusion d'Éric Lamarck, parce que finalement, diffuser, c'est très, très important. L'impact sociétal, on voit, ça devient un enjeu majeur, en particulier pour l'activité, le domaine sciences de gestion et du management. Mais finalement, avant de diffuser, il faut arriver à faire reconnaître le travail académique et le valoriser. Et là arrive la souveraineté universitaire. La souveraineté universitaire est quand même basée sur les pairs.
Alors, il y a un vrai risque que cette souveraineté universitaire basée sur les pairs soit mise à mal, soit affaiblie, parce qu'on peut être remplacé par des non-académiques, des non-pairs. Et là, on perdrait quand même un pilier de souveraineté, un pilier de la souveraineté. Et finalement, on retrouve ces instances de pairs, ça c'est un peu le débat au niveau de la LPR. Hein. Les instances de pairs sont logées à des niveaux locaux, des instances locales au sein des universités autonomes, mais aussi d'instances nationales. Et finalement, les instances nationales, c'est quoi? Ça peut être le CNU, ça peut être un jury d'agrégation du supérieur, c'est les comités HCRS, mais c'est aussi les sociétés savantes qui contribuent à la socialisation du collègue, le faire participer à des débats plus ou moins formels, et bien sûr le travail éditorial, comité de revue, rapporteur, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est la multiplicité de l'exercice de la souveraineté universitaire. Et c'est cet exercice multiple, multicritère, multiniveau, qui fait que le collègue, l'académique, l'universitaire, a de la liberté. C'est-à-dire qu'on a, les carrières ne sont pas linéaires, on a des carrières peut-être qui peuvent, c'est le classique qui va plus débuter sur de la recherche, puis l'engagement pédagogique et l'engagement institutionnel. Après, on peut revenir à plus de recherche, plus de pédagogie. Et finalement, les critères d'excellence, de valorisation, de reconnaissance, ils ne sont pas homogènes, équitables tout au long de la vie universitaire. De temps en temps, on peut être très, très bon en recherche. Après, on peut être directeur d'école doctorale, on peut être très, très bon au niveau institutionnel. Voilà, on a des passages où on évolue. On continue à travailler avec beaucoup de professionnalisme. Simplement, le point d'accent sera mis sur différentes activités avec plus d'intensité. Et là, du coup, c'est intéressant que la souveraineté universitaire se pratique avec, sur différents niveaux, local, national, et qui est différents critères de reconnaissance et de valorisation du métier. Et donc, de temps en temps, ça peut être les pairs locaux qui vont valoriser une activité, de temps en temps, ça peut être les pairs nationaux, de temps en temps, ça peut être les deux. Donc, l'intérêt, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a un qui valorise le travail. Et du coup, c'est ça qui va laisser du choix aux collègues, de la liberté académique, de s'investir dans des thématiques de recherche qui vont aller à des politiques de site. Mais maintenant, par exemple, il y a de nombreuses associations scientifiques, associations savantes, qui vont aussi organiser des groupes de travail avec des budgets. Il y a évidemment tout ce qui est appel d'offres, ANR et autres, etc., mais qui permettent de s'exprimer et d'avoir du choix et de se retrouver dans un groupe scientifique pour travailler. Donc ça, c'est assez intéressant, qui est cette multiplicité de souveraineté. Après, encore une fois, l'importance du pair. Moi, je me rappelle toujours la terreur que j'avais quand j'étais doctorante de savoir quand je pourrais soutenir. Et finalement, c'est le directeur de thèse qui, à un moment donné, qui lit le travail, qui discute et qui dit à un moment donné, bon, voilà, tu la tiens, ta contribution, tu vas pouvoir finir ta thèse et soutenir. Donc, le pair a un enjeu énorme dans la construction de l'universitaire. Et donc, cette construction, elle se poursuit à travers le jury de thèse, le CNU, l'agrégation, passer devant le CAC pour une promotion ou autre chose. Et donc, ce qui est important, et là, je reviens à la définition proposée par Eric Lamarck sur pouvoir et indépendance, je trouve ce qui est extrêmement important dans une vie d'universitaire libre, même si c'est une liberté encadrée, ça j'entends bien, liberté encadrée, on est des gens rigoureux, sérieux, avec des méthodes de travail, des méthodes d'analyse. On a un choix de méthode aussi, hein, ça c'est très intéressant. On peut choisir sa méthode en fonction de sa question de recherche, en fonction de ses données. Donc ça, c'est très, très important et ça, c'est une vraie liberté. On a une liberté thématique aussi. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'indépendance se gagne en devant finalement sa reconnaissance et sa valorisation à travers ses travaux, ses activités pédagogiques, son engagement institutionnel, à un ensemble d'acteurs, un ensemble de pairs. Ils ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et c'est ça qui est important et qui est peut-être justement un peu discuté avec les débats sur le localisme et la LPR, c'est que finalement, à partir du moment où le référent n'est que l'instance locale, si c'est ça qui est voulu par le gouvernement, on perd l'indépendance qu'on reçoit de nos pairs qui sont multiples, parce qu'on les rencontre dans différents cadres. Jury de thèse, CNU, jury d'agrégation, lorsqu'on soumet un papier à des rapporteurs, lorsqu'on va présenter ses papiers dans une conférence, etc. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est finalement la communauté de pairs donne beaucoup dans la construction et la reconnaissance du travail d'un collègue qui a derrière le travail.
Et le collègue doit tout à une communauté. Et c'est ça qui va lui donner son indépendance et sa liberté encadrée. Encore une fois, on reste extrêmement professionnel. Donc, moi, je suis pour la diversité de reconnaissance des pairs. Et encore juste un dernier point qui, moi, est vraiment, est pour moi très, très important pour les sciences de gestion, c'est quand même de toujours rappeler que les critères locaux de reconnaissance de pairs sont extrêmement valables. Ils ne discutent absolument pas. Simplement, ils sont transversaux. Ils ne peuvent qu'être transversales. Ce qui peut poser des problèmes plus ou moins importants, par exemple, je pense qu'en mathématiques ou en biologie, ça ne pose pas trop de problèmes que les critères de reconnaissance locaux soient transversales. En sciences de gestion, ça peut être plus compliqué parce que nous sommes multi-critères, multi-activités. Nous avons quand même beaucoup d'étudiants. Nous avons 60 étudiants pour un collègue, ce qui est énorme. Je crois que la moyenne nationale de toutes les disciplines, c'est 1 pour 15. On est très engagé sur le rayonnement sociétal. On est très engagé sur la relation avec les entreprises ou les organisations publiques. On est très engagé sur de la production scientifique, sur de la diffusion. Enfin, on a tous conscience de cette importance de la diffusion extra-académique de nos travaux. Et donc, quand même, les pairs au niveau national restent disciplinaires. Et donc, les pairs nationaux, comme le CNU ou le jury d'agrégation, auront des critères de valorisation du travail adaptés, évidemment, au triptyque de notre activité, production scientifique, activité pédagogique et engagement institutionnel, mais sur des critères de management, de sciences de gestion et du management. Ce qu'aura peut-être moins une université, et c'est normal, parce qu'une université est forcément multidisciplinaire. Merci beaucoup, Aude. Et donc, était une parfaite illustration de cette tension entre nécessité de coopération et de l'autre côté, y compris au niveau des établissements. Parce que alors, Julienne Brabet a réagi dans le chat en disant attention que les pairs ne se réduisent pas au comptage des étoiles. Je pense que ça fait, on va en parler, on va avoir l'occasion d'y revenir, Julienne. L'évaluation nécessite du temps. Là, je pense qu'elle prêche une convaincue. Et donc, je passe la parole à Aziza Laguessir pour embrayer sur la dimension recherche et notamment sur son volet plus éditorial. Bonjour à tous. J'aimerais remercier la SFM et Jean-Philippe Denis pour cette invitation. J'aimerais aborder plus spécifiquement le comptage d'étoiles, rebondir sur ce que Eric et Aude ont mentionné, l'indépendance, le pouvoir, l'impact sociétal et les pairs. Alors, j'aimerais parler d'un aspect particulier des activités des enseignants-chercheurs, les activités. J'aimerais aborder en fait le système dominant actuellement de mesure de la recherche, qui est un système qui est né d'une compétition internationale accrue, d'un besoin de comparaison entre les institutions, d'où l'émergence de classements utilisant des indicateurs objectifs et quantitatifs. Alors, j'aimerais qu'on comprenne comment fonctionnent ces classements. La plupart des classements, Shanghai y compris, puisque Shanghai est quasi exclusivement orienté ou repose sur les publications. Les classements Shanghai, QS, Time Higher Education donnent une importance centrale aux publications dans des revues à comité de lecteurs classées. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui dans la mesure des activités de recherche? Ce qui compte, c'est un papier publié et classé. Classé parce qu'il a un impact factor. Dans une table ronde précédente, on en a parlé. Le Journal Citation Report, des impact factors qui sont produits par Web of Science, Clarivate et Scopus, qui sont les deux principaux acteurs dans le champ. Donc, en gros, ce qui compte, c'est le papier publié dans une revue qui compte. Et tout ça est établi par des key players, comme disait Mauricio tout à l'heure. Donc, quand on regarde ce système, on se rend compte que c'est un système qui est à la base, comme disait Aude, un système d'évaluation des activités de recherche, de la production académique, qui devrait reposer sur l'évaluation par les pairs. On perd un peu les pairs de vue dans ce système
parce qu'on voit que dans ce système de l'industrie de la publication scientifique aujourd'hui, les académiques, les enseignants-chercheurs ont perdu tout pouvoir de décision. Alors, ils sont auteurs, réviseurs, éditeurs, tout ça sur la base du bénévolat. Et pourtant, les décisions majeures, par exemple un éditeur comme Elsevier, qui est un des principaux éditeurs du champ au niveau international, on a très très peu aujourd'hui de pouvoir décisionnel. Alors je reviens là-dessus pour rebondir sur ce que Eric disait. Indépendance et pouvoir, la souveraineté, c'est celui qui décide. On est souverain quand on décide en dernière instance. Dans ce système de publication internationale, les enseignants-chercheurs en management et francophones ne décident quasiment plus rien. Mais ça ne se réduit pas aux enseignants-chercheurs en management francophone. On peut avoir la même chose pour nos collègues anglo-saxons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a clairement une érosion de la juridiction professionnelle des enseignants-chercheurs. Je reviens sur ce que disait Aude. En gros, on a une profession qui n'est plus à même de s'évaluer elle-même, donc par les pairs. La qualité de la recherche n'est plus évaluée par des pairs, mais elle est médiée par un système dominant de mesure, un système qui est aujourd'hui algorithmique. Qu'est-ce que ça signifie? Ce système, en gros, je parle de mon expertise, du contrôle de gestion, l'évaluation de la performance. On a un système qui est fait, je vous rappelle, pour comparer les institutions, et donc un système qui est fait pour qu'on puisse créer des indicateurs simples de comparaison et d'évaluation pour pouvoir permettre à un administratif, par exemple, d'évaluer la performance, et je parle toujours au niveau de la recherche, d'un collègue enseignant-chercheur. Donc, ça se rapproche des phénomènes décrits par Béatrice Hibou de bureaucratisation. En gros, on met en place des outils pour permettre à un personnel administratif de prendre une décision d'évaluation. Et on est clairement dans l'érosion de juridiction, c'est-à-dire que les enseignants-chercheurs n'ont plus la main sur l'évaluation de ce qu'est une bonne recherche ou ce qui est une recherche pertinente ou cohérente pour le champ. Ça, c'est un point clé de la perte ou de la fragilisation de la souveraineté des enseignants-chercheurs en management actuellement. C'est cette perte, cette érosion de leur juridiction, de leur juridiction et de leur pouvoir décisionnel. Donc, en gros, on perd un peu les pairs. Ça m'amène au point crucial de mon intervention, le rôle des algorithmes. Aujourd'hui, dans ce système dominant de mesure de l'activité de recherche, de la production académique, on a Elsevier, des éditeurs, une industrie en fait de la publication au niveau international, avec des key players, comme l'a dit plus tôt, qui sont à la fois des éditeurs et à la fois ceux qui mesurent, puisque Clarivate, Scopus appartient à Elsevier, Elsevier c'est Scopus, etc. Donc, ils sont à la fois producteurs et évaluateurs. Il faut savoir que la plupart des classements de Clarivate, de Scopus, reposent sur des algorithmes de recherche et de classement. Ça signifie qu'en fait, aujourd'hui, quand vous publiez, ça ne compte que si un algorithme a réussi à identifier votre papier comme un papier rattaché à une institution, et si ce papier fait partie ou a été publié dans une revue qui compte selon l'algorithme, c'est-à-dire qui est évalué par l'algorithme comme comptant, ayant un impact. Ça pose deux questions. La première, l'opacité des algorithmes. On a peu d'informations sur ces algorithmes. Simago prétend nous donner la manière dont l'algorithme est établi en nous expliquant que c'est le même que Google, etc. Avec une collègue, on a essayé de détricoter l'algorithme de Simago. On n'a quasiment aucune information valable pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'opacité et les effets pervers. Ça me permet de revenir sur ce que disait Eric. Aujourd'hui, l'institution, c'est une unité, en tout cas un niveau de mesure ou un niveau d'analyse pertinent. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, la compétition ou l'activité de recherche ne se fait pas entre chercheurs, mais entre institutions. Donc, l'algorithme doit reconnaître l'institution pour mieux classer l'institution. Donc, on a des effets pervers. Le premier effet pervers, c'est qu'aujourd'hui, pour les classements, la forme de votre papier
votre institution, le format de l'institution est plus important que le contenu du papier. Ce qui nous amène à reboucler avec ce que disaient Éric et Aude, ça nous pose la question de l'impact. On est aujourd'hui enseignants-chercheurs en école, en université, confrontés à des injonctions paradoxales, ou peut-être, moi j'appelle ça du social washing, hein, parfois, une injonction paradoxale où on nous dit il faut publier, il faut que ça compte, donc quantité et puis format. Pour revenir aussi à la table ronde précédente, hein, format anglo-saxon, nord-américain pour être publié. Et en même temps, on nous demande un impact sur la société, donc produire du contenu, être en phase avec les enjeux actuels, comme disait Michel Berry. Et c'est complètement paradoxal puisqu'on ne peut pas faire les deux au même moment pour poursuivre les deux objectifs avec la même production. Donc, ça m'amène à conclure sur, en gros, aujourd'hui, on est sur une perte de la souveraineté de la profession d'enseignant-chercheur du point de vue de la prise de décision. On a perdu le pouvoir décisionnel dans la production académique. Et donc, la reconquête de cette souveraineté, elle passe par une maîtrise où il faut remettre la main sur l'industrie de la publication. Ça passe notamment dans le soutien des plateformes nationales qui permettent en fait de soutenir aussi une recherche peut-être moins formatée et plus adaptée à ce qu'on a dit tout à l'heure, une production en langue française avec une culture francophone et peut-être davantage d'impact sur le local et le national. Merci Aziza. Alors, j'avais dit que ça allait se déclencher comme sur Twitch et je ne me suis pas trompé puisque nous avons beaucoup de commentaires dans le chat. Alors, je te laisserai peut-être y répondre si tu as envie d'y apporter ton concours, mais je retiens notamment que Rémi Jarda nous dit que le Financial Times qui classe les revues, c'est un peu comme si le comité Nobel était confié à Science et Vie. Et pourtant, les dirigeants des institutions s'y conforment. La science est-elle égale à un concours de beauté à la Keynes? Et puis après, tous les enjeux autour de la financiarisation potentielle aussi. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans le temps de débat. Et tu as fait une excellente transition avec l'intervention de Thomas Parisot en évoquant les plateformes nationales. Et donc, je passe tout de suite la parole à Thomas. Merci beaucoup et merci à tous pour l'invitation et pour le moment de débat. Effectivement, comme ça a été dit, c'est très précieux en ce moment et très agréable. Donc voilà, moi j'ai deux niveaux de prise de parole à la fois Cairn et comme on disait, le groupement français d'industrie de l'information où il y a un petit groupe de travail qui s'est constitué et qui analyse des petits enjeux géopolitiques, hein, puisqu'on nous y invitait autour de ce qui se passe à un autre niveau. Et je ne voudrais pas avoir l'air de noircir encore un peu le tableau qui était quand même un petit peu inquiétant à certains niveaux, mais c'était comme disait Jean-Philippe, un peu le but aussi, tirer un peu le sonnette d'alarme, encore une fois, ou en tout cas pour continuer à pousser un peu un certain nombre de questions qui sont là dans l'air du temps depuis quelques années, mais qui arrivent de plus en plus à une forme de maturité et à un moment un peu critique. Donc, à une perte de souveraineté qui est peut-être moins derrière nous qu'encore devant nous, qui est qu'effectivement, comme on le disait, il y a les règles d'évaluation, mais faire la recherche qu'on veut, c'est bien, mais c'est encore, faut-il avoir une certaine liberté de publication et une liberté qui pourrait se retrouver un peu contrainte dans les prochaines années avec une sorte un peu de phénomène Frankenstein, un peu dans un phénomène là aussi de longue haleine que vous connaissez puisqu'il a fait l'objet de la thématique de l'année dernière qui est celle de l'open access, l'open science, qui, de façon un peu paradoxale, arrive au niveau européen en tout cas à des formes de contraintes nouvelles qui pourraient apparaître pour les chercheurs et notamment, on pense, particulièrement contraignantes dans le domaine des sciences sociales. Donc de quoi s'agit-il effectivement? Parce que vous savez qu'il y a un gros changement de paradigme au niveau de la publication scientifique de façon globale, qui est qu'effectivement on souhaite aller vers plus de gratuité, d'ouverture, là aussi dans une injonction qui est celle de l'impact sociétal, en se disant, tiens, la gratuité, c'est un des outils, peut-être pas le seul, mais un des outils pour toucher un public plus large et permettre une circulation plus facile, plus de trafic, d'impact, de circulation, de discussion. Et en même temps, évidemment, on se pose la question de la forme de financiarisation, plutôt de financement de la publication scientifique, sur quel modèle reposer et avec quel type d'indépendance, puisque tout mode de financement est lié aussi à certaines conditions, bien sûr, d'exercice d'une liberté encadrée, hein, comme disait Éric Lamarck. Ça vaut aussi pour les publications de recherche, finalement. Donc, il y a une montée en puissance en Europe, bien que ce soit d'une certaine façon peu souhaité, c'est ça qui paraît peut-être un peu paradoxal du point de vue des chercheurs, mais d'un modèle dit auteur-payeur qui arrive d'une certaine façon un peu par la fenêtre, alors qu'on l'avait un peu chassé par la porte, avec des accords qui se signent un peu partout en Europe, et d'une certaine façon, nos partenaires européens
sont en train de faire un choix qui risque de s'imposer un petit peu à nous. Je pense notamment à partenaires allemands, néerlandais, et je vois qu'en Italie, en Espagne, ça emboîte le pas. Donc, ce n'est pas seulement une logique d'opposition classique entre Europe du Nord et Europe du Sud, sont des gros accords à l'échelle nationale où c'est plus directement l'auteur, bien sûr, qui va prendre en charge les frais de publication, qui montent à 1 500, 2 000, 2 500 euros. Bon, on peut se poser la question de la capacité d'accès à ça pour des doctorants, des jeunes publiants, voire même des chercheurs consacrés qui se disent moi, si je publie 3 articles par an, bon, comment tout ça va se financer? Des accords qui se signent de plus en plus à l'échelle nationale avec l'idée de pouvoir financer pour, par exemple, tous les chercheurs allemands dans 900 institutions, quand même, un accord à une 50aine de millions d'euros par an pour que les chercheurs allemands puissent publier gratuitement leurs sciences dans, effectivement, Sciences Direct d'Elsevier, Springer Nature, Wiley et un nombre croissant d'éditeurs. Avec un effet un peu étonnant qui est que ces très gros accords, d'une certaine façon, sont un peu le domaine réservé des très grosses structures de négociation et puis avec toute une infrastructure de se dire, avec une forme là aussi de bureaucratisation de la publication scientifique, puisqu'on va donner un identifiant, je suis tel chercheur dans telle institution qui a bien payé, et donc j'ai le droit de publier mon papier. Avec une forme un peu là, un niveau encore un peu supplémentaire, on remonte encore un peu d'un cran même par rapport à la forme de censure que peut exercer certaines formes d'évaluation un peu trop algorithmiques, un peu trop, on va dire, brutales, sur lequel là c'est même la capacité à faire circuler son papier qui peut être remise en question d'une certaine façon. Si on perd notre capacité à avoir des revues qui ne fonctionnent pas tout à fait sur ce modèle, où on souhaite garder une forme de distance avec un modèle strictement centré sur l'anglais, sur les formats de rédaction effectivement anglo-américains. Voilà. Donc, à l'international, il y a aussi bien sûr tout un modèle de culture académique qui s'impose un peu à nous. Et au-delà de ça, effectivement, avec ce que pointait Aude, effectivement, Aziza aussi revenait dessus, une forme de distance avec le local en disant, tiens, est-ce que ce n'est pas contradictoire en ayant de plus en plus, effectivement, cette logique tournée très vers l'international? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de plus en plus, effectivement, un certain nombre de débats, de questions qui sont plus locales et cette montée en puissance, effectivement, la France résiste un peu, mais la question se pose de sa capacité à résister à une montée en puissance, puisque les collaborations sont très internationales, puisque la capacité des chercheurs à se dire, si moi j'ai fait un travail de recherche avec un financement européen, vous savez que depuis le 1er janvier, on est dans le plan S, une autre chose qui arrive un peu, qui a l'air d'être un peu tombée du ciel, mais qui risque de s'imposer de plus en plus à nous, puisque l'ANR en France est signataire de cet accord, de cette démarche du plan S qui vise à conditionner toute forme de financement de projet à une publication en open access sur une de ces plateformes, si possible, ayant signé des accords un peu nationaux. Donc, on nous propose des voies alternatives un peu dites diamants, dites autres. Bon, je ne veux pas rentrer dans la complexité, la technicité un peu du débat, mais effectivement, c'est bien la capacité à publier demain qui peut être un peu remise en question à travers ce type d'évolution. Et je pense qu'il y a un point d'attention particulier, à la fois pour des acteurs un peu observateurs comme Kern, comme des éditeurs un peu concernés, mais aussi, bien sûr, par les communautés de recherche, puisque de par la technicité de certains de ces débats, de par le côté un petit peu lointain parfois de certaines discussions européennes, et évidemment, il y a d'autres enjeux, puisque le positionnement des États-Unis ou de la Chine par rapport à ce type d'accord n'est pas très clair, et il y a clairement un point de bascule à ce niveau-là. Si les collègues américains ou chinois abondaient dans la position qui est celle plutôt de l'Europe, qui en arrive à ça, on aurait un effet de bascule de la publication scientifique qui est recherché par certains acteurs. Aujourd'hui, un acteur comme Springer Nature se dit engagé dans une transition définitive et fondamentale vers ce modèle d'open science de financement amont et donc souhaite transformer 100% autant que possible de sa production sur ces modes de financement amont avec ces gros accords nationaux. Et effectivement, une difficulté d'accès à ce type d'accord pour des éditeurs plus locaux, des plateformes plus locaux, et certainement une distance avec les sciences sociales qui se retrouvent un peu balkanisées en disant on voit à peu près d'où vient la logique dans le domaine biomédical, dans certains domaines de physique fondamentale, où on se dit tiens, si on a financé un cyclotron, on peut effectivement peut-être financer une publication de recherche, ce n'est pas le plus gros enjeu financier. En sciences sociales, même dans certains domaines des sciences exactes, je pense aux mathématiques notamment, il y a des communautés de recherche qui ne se retrouvent pas du tout dans ce modèle qui s'impose de façon relativement uniforme et un peu très top-down. Donc voilà, on le sait, il n'y a pas de souveraineté sans outil de souveraineté. Effectivement, le pouvoir, l'indépendance, c'est aussi avoir les outils de son indépendance, et tout ça se passe non seulement au niveau de revues, qu'il faut essayer de conserver dans leur originalité, dans leur langue, leur identité, éviter un effet comme celui, ce n'est pas dans le domaine des sciences de gestion, mais des annales, par exemple, grande revue en histoire du domaine francophone qui s'anglicise et s'américanise au moment de s'internationaliser. Donc ça, c'est peut-être un effet un peu à éviter, un peu repoussoir, de se dire tiens, comment participer à ce débat mondial sans perdre l'originalité de nos objets de diffusion et sans perdre finalement son identité. Et on a d'autres cas en tête, je ne sais pas, c'est des domaines un peu lointains des sciences de gestion, mais par exemple, il y a 2 ans maintenant, EDP, qui est
un acteur un peu historique, Société française de mathématiques ou de physique, a été racheté par l'Académie des sciences chinoises, par exemple, et c'est probablement un des derniers éditeurs de sciences exactes qui a quitté le territoire français, et donc notre capacité à définir un modèle qui nous convient et des conditions pour nos chercheurs qui nous conviennent. Donc dans les sciences sociales, qui sont habituées à faire un peu résistance, hein, d'une certaine façon, mais il y a un modèle alternatif à construire. Des plateformes comme Cairn et puis ses partenaires éditeurs, publics, privés, associatifs essaient d'y participer, mais on ne peut pas le faire tout seul. Dans une certaine mesure, bien sûr, les enjeux de souveraineté, ça dépasse bien sûr les acteurs privés, même si on pense qu'un des termes à la mode et qui est très bien, celui de la biodiversité, amène à ne pas créer de rupture ou de cloisonnement trop fort entre qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est dans la sphère publique et ce qui ne l'est pas, mais une forme de continuum intéressant et qui participe aussi à cette forme d'impact social. La Revue française de gestion, est-ce qu'elle est strictement un pied dans l'académie? Est-ce qu'elle a aussi un pied dans le monde professionnel, voire interpeller d'autres types de gens? Effectivement, c'est des limites qu'on ne souhaite pas finalement tellement fixer, dans l'idée que c'est plus intéressant d'avoir effectivement une forme un peu de circulation et de conversation dedans et dehors de l'institution. Moi, je vois un petit peu comme ça. Mais par exemple, en France, donc, on s'est donné les moyens de cette transition vers la science ouverte. Il y a un plan, au-delà de la loi Le Maire que rappelait Jean-Philippe dans son introduction à cette table ronde, il y a un plan pour la science ouverte depuis 2018 et un plan d'accompagnement à l'édition scientifique sur lequel quelques chiffres ont été mis en avant, de se dire, tiens, on va accompagner nos éditeurs français vers cette transition sur l'open science, 16 millions d'euros en 5 ans, qui est un chiffre, j'attire votre attention, un peu en trompe-l'œil, un peu de communication politique, si on peut dire, puisqu'il reprend tous les budgets d'abonnement pour les éditeurs concernés. D'une certaine façon, on convertit cet accompagnement, enfin le chiffre d'affaires qui est enregistré par les éditeurs en accompagnement. Si on retire cette partie de chiffre d'affaires déjà réalisée par les éditeurs, on est sur un accompagnement aux éditeurs français qui est de 600 000 euros par an. Bon, à l'échelle, on se dit c'est quand même beaucoup, à l'échelle des dépenses électroniques, de ressources électroniques qui sont faites en France, qui sont environ de 100 millions d'euros par an à peu près, on est vraiment sur rien du tout. Ou en tout cas, par rapport à ce que demanderait cette transition dans des bonnes conditions qui permettraient de conserver cette liberté académique, on est très en deçà des besoins. Les pouvoirs publics en français en sont bien conscients. Donc il y a d'une certaine façon un mur un peu budgétaire devant nous et un mur d'indépendance au moment même où nos partenaires européens accélèrent. Et depuis le 1er janvier 2021, il y a une injonction et un calendrier un peu européen qui s'est mis en œuvre à ce niveau-là. Donc tout ça est un peu dérangeant. Il va redescendre progressivement dans les communautés de recherche et créer certainement un centre de friction en disant tel budget recherche me contraint en termes de liberté de publication, telle institution a adopté une politique qui va un petit peu dans le sens d'une forme de réduction de mes possibilités de publication, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un point d'attention. Nous, ce qu'on souhaite faire chez Cairn, c'est donner finalement des conditions, un peu une sorte d'empowerment, un peu de publication scientifique, de se dire, voilà, cette souveraineté, elle passe par la conservation de ces outils formidables que sont les revues francophones. On a la chance d'avoir un paysage très divers et tout à fait dynamique de revues, d'ouvrages, d'éditeurs dans une certaine mesure. Il faut y être attentif, c'est un domaine, c'est un écosystème qui est assez fragile, voire très fragile. Et effectivement, l'idée de Cairn, c'est celle de la mutualisation. Il faut trouver ce bon équilibre entre une forme d'investissement commun dans de la traduction, dans des outils de diffusion performants, dans une capacité à créer, on va dire, d'autres indicateurs de performance, pour reprendre un terme qu'employait Aziza, notamment peut-être effectivement autour des consultations et l'impact sociétal. Ça se mesure aussi par combien on est lu, ce n'est pas une si mauvaise mesure. Nous, on n'est pas chercheurs nous-mêmes chez Cairn et on ne va pas participer au fondement, on va dire, de qu'est-ce qui doit constituer, mais on pense qu'il y a un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui qui sont certainement sous-investis, sous-utilisés pour mesurer la qualité et l'importance, on va dire, des différentes publications des personnes. Ce qui demanderait beaucoup plus de détails, mais qui doivent être un peu mis sur la table au moment même où on souhaite, comme le précisait Aziza, sortir, et comme a commencé à le faire le CNRS, comme il y a une déclaration aujourd'hui qui tourne beaucoup à l'échelle internationale, la déclaration de Dora, lancée à San Francisco, qui a été signée par 2000 institutions de recherche dans le monde, qui dit on souhaite une évaluation sans indicateur, une indication purement qualitative. C'est un vœu intéressant, pieux, et effectivement, reste à savoir effectivement comment va se mettre en œuvre cette évaluation qualitative des travaux et qui sort effectivement de cet algorithme. Voilà un peu pour un propos en tout cas d'échauffement sur ces questions de publication scientifique. Voilà un échauffement stimulant. Je pensais là très brièvement, juste en aparté avant de faire écho à ce qui a été dit dans le chat, voilà, à cet appel du CNRS pour lire les papiers, une évaluation très qualitative. Et je me suis dit, Emmanuel Faber a fait la même chose chez Danone. Ça ne lui a pas porté chance ces temps-ci. On s'est dit, il ferait peut-être mieux de regarder son compte d'exploitation plutôt que de se soucier de l'avenir de la planète. Et c'est une petite pique que je lance
parce que j'évoquais l'idée quand même. Alors, je trouve d'abord que grâce à vous, on a vraiment l'ensemble du paysage. C'est-à-dire, on a l'établissement avec Éric Lamarck et les préoccupations qu'évoquait Éric autour évidemment de cette tension pouvoir-indépendance. Et j'avais envie de dire à Éric, c'est très bien si on est dans un bon établissement avec un bon directeur d'établissement. Je ne dis pas que ce n'est pas mon cas, évidemment, mais je dis qu'il y a des situations extraordinairement variées et que dans ces situations extraordinairement variées, il peut y avoir des capacités stratégiques du directeur d'établissement qui peuvent être elles-mêmes très variables, et puis des situations locales aussi qui peuvent être extrêmement variables, c'est-à-dire être à Paris, ce n'est pas la même chose qu'être je ne sais où. Voilà. Donc c'est peut-être le petit point que je mettrais pour tempérer cette question-là, qui renvoie évidemment à Aude et l'intérêt de la complémentarité, de la coopération à un niveau plus national et de ce jeu, mais je sais qu'Éric le partage, cet avis, entre le local et le national et cette nécessité. Et en écoutant Aziza et Thomas, j'avais envie de me contredire par rapport à mon introduction. C'est-à-dire en disant, mon introduction, j'évoquais l'étude FNEJ, et l'étude FNEJ, son point de départ, c'était de dire finalement, interrogeons le paradigme de la globalisation. Et voyons ce qu'il a donné. Et en gros, on sait ce qu'il a donné, c'est-à-dire la fuite en avant dans la recherche internationale, en 20 ans à peu près, x10 en termes de nombre d'articles publiés. Toutes les institutions, y compris le CNU, y compris partout, se sont calées malgré tout sur les listes de ranking des revues, pour reprendre ce qui a été évoqué dans le chat. Et donc, il y a du 1 étoile, du 1, du 2, du 3, du 4. Les classements des médias reprennent, enfin, ça nourrit largement aussi les classements des médias. Donc voilà, tout ça se tient. Et la seule réponse stratégique, finalement, ça a été la fusion. On a mis ensemble les anciennes écoles de Marseille, de ci, de ça, et puis on a créé Neoma, on a créé Schema, on a créé voilà, des marques hors sol, totalement découplées de leur territoire, en tout cas beaucoup moins apparentes qu'elles ne pouvaient l'être. Donc la seule réponse stratégique, c'était la fusion. Tout ça sur fond d'agences d'accréditation, quand même, et des rôles des accréditeurs. Je disais que j'avais envie de me contredire parce que mon sentiment en écoutant Aziza ou en t'écoutant, Thomas, c'est de me dire, peut-être que la fin du paradigme de la globalisation, ce n'est pas tant la déglobalisation que la future hyper-globalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir un mouvement d'accélération, et notamment en raison de l'open access, notamment en raison de ce besoin d'avoir des algorithmes qui nous permettent de faire les tris parce qu'on est noyé sous une montagne de choses à évaluer, à regarder, etc., où finalement on tombe sur des dynamiques qu'on connaît très bien dans le numérique, c'est-à-dire le winner takes all, des effets de survisibilité de certains et d'invisibilité totale d'autres. Je pense que ça interroge directement, contrairement à ce que disait Jean-François Chanlat dans le chat, ou à ce qu'avait l'air de penser Éric sur le fait de finalement il suffirait de traduire. Je raisonne en production et diffusion. Tous les effets de réseaux sociaux, tous les effets numériques nous montrent que se constituent des bulles de filtre. Et là où on pense que finalement on va parler beaucoup plus largement, en fait ça resserre considérablement les communautés et on se met de plus en plus à ne parler qu'à sa communauté, quelle que soit la langue, et à des granularités extrêmement faibles et fines. Donc voilà, je me demandais si on n'allait pas vers un mouvement, vers une forme d'hyper-globalisation qui rendrait d'autant plus nécessaire le fait de reprendre notre destin en main. Parce que si c'est ça qui nous arrive, attention, danger. Attention, danger. Voilà, juste pour continuer à nourrir l'échange. Alors, je fais un petit rappel au niveau du chat de ce qui a été évoqué. Alors, je note que Julienne Brabet disait « Heureusement que le CNRS prend le contre-pied ». Bon, est-ce que je peux juste répondre à ces deux interventions? Alors voilà, je vous laisse, je redonne la parole. Tout d'abord, mais là, je vais surprendre personne parce que le CNU existe depuis longtemps et le CNU avait ses pratiques bien avant mon mandat. C'est qu'au CNU, on lit tous les dossiers. On lit tous les dossiers, on lit les pièces et surtout, pour la qualification maître de conf, en tous les cas, on a un fort regard sur la lecture des rapports de soutenance, de pré-soutenance et de soutenance. Et on lit les documents. Il faut savoir que chaque dossier, que ce soit pour la qualification, les promotions, la PLR, sont discutés par les deux rapporteurs. Puis, il y a des questions de tout le monde. Donc, on prend énormément de temps, même s'il faut traiter 500 ou 600 dossiers en 5 jours. Tout le temps, chaque dossier est vraiment discuté d'un point de vue qualitatif et on parle des pièces qu'il y a dans le dossier.
Nous ne sommes absolument pas une chambre d'enregistrement et de comptage d'étoiles, même si évidemment les classements, ce sont des outils et on les utilise. Donc, il faut faire très attention aux raccourcis. Et encore une fois, moi, j'ai grandi, j'ai soutenu en 2003 à l'arrivée du classement CNRS et mon directeur de thèse n'était pas dans mon champ de contrôle de gestion. Et pour moi, le classement CNRS a été salvateur parce que grâce au classement CNRS, j'ai su quelle revue de référence existait dans mon champ qui était le contrôle de gestion. Et derrière les outils, il y a toujours des hommes. Et en fait, ce n'est pas la faute des outils s'ils sont mal utilisés. Le classement CNRS ou le classement FNEJ, là je parle du classement CNRS parce qu'il y a la question du classement CNRS, mais évidemment, mon classement préféré est le classement FNEJ. Ce sont des outils qu'on utilise et on espère de façon pertinente. Et allier la connaissance, l'information apportée par un outil plus une lecture d'un dossier, c'est très important. Et par exemple, lorsque j'ai eu l'occasion d'être rapporteur et membre d'un jury d'agrégation, nous avions eu comme consigne tous les rapporteurs de lire toutes les pièces jointes des candidats. C'est-à-dire qu'on a lu les notices, tous les papiers joints, les communications. Et je pense que je n'étais vraiment pas la seule à m'astreindre à l'exercice qu'on nous avait demandé. Donc, il faut toujours faire un peu attention aux raccourcis. Il y a des outils, on l'utilise, et derrière les outils, il y a des hommes. Et des femmes, évidemment. Pardon, Aziza. Avant de passer la parole à Aziza, juste pour dire qu'il y a eu 2 commentaires, dont celui de Jérôme Cabi, qui est délégué général de la FNEJ, qui dit « Merci Aude » pour la référence à la liste FNEJ, j'imagine. Et donc Frédéric, donc la présidente de la SFM, dit « Je pensais plutôt aux écoles où les recrutements et les carrières reposent beaucoup sur les publications avec impact sur les heures de cours à donner. » Pas seulement. Peut-être un peu plus qu'à l'université, mais pas seulement. Et j'aimerais juste répondre à 2 ou 3 questions dans le chat pour répondre pas répondre, mais rebondir sur ce que Rémi a noté. Le Financial Times, typiquement, ne nous donne aucune explication sur le mode de classement. Voilà, on a eu 140 DIN ont été interrogés pour le dernier classement, enfin l'ancien, et là récemment, on sait que la consultation a été plus large, mais on n'a absolument aucun détail sur comment ce classement est fait. Donc oui, ça revient à peu près à le confier à Sciences & Vie. Pour ce qui est de Julienne, et heureusement que le CNRS prend le contre-pied, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que ce que le CNRS faisait avec la liste, même si je préfère la liste FNEJ, mais même si elle a il y a des limites sur la liste CNRS, c'était tout de même un outil de résistance par rapport aux tables rondes précédentes, de résistance locale et francophone. Pourquoi? Parce que la liste CNRS permettait de corriger des listes ABS, ABDC, etc. Et peut-être de donner un peu plus d'importance à des revues comme CCA, comme RFG, etc. Il faut savoir que le CNRS aujourd'hui disparaît, la nature n'aimant pas le vide. Il y a un certain nombre d'institutions qui se posent la question de que va-t-on prendre? Et je pense que Simago, qui est un classement algorithmique qui est disponible, peut remplacer ABC, ABDS. Le classement FNEJ est très bien, le classement FNEJ est limité en termes de discipline, mais je ne pense pas que laisser tomber complètement le classement CNRS ou un classement français qui prendrait en compte les caractéristiques spécifiques des publications en langue française soit une bonne idée. Voilà. Et une dernière chose, une personne posait la question sur est-ce que les articles publiés ne sont pas déjà le résultat d'une évaluation par les pairs. Certes, mais ce ne sont pas les pairs qui décident de la valeur de la revue. C'est un algorithme. Donc, décider de la publication ou non, ce sont des pairs, mais décider de ce qui est bon ou qui compte, ce ne sont pas les pairs. Et enfin, une dernière chose, ne peut-on pas produire, je crois, de l'impact selon les critères formatés? Je reviens sur la table ronde précédente avec toute l'explication et sur un papier publié dans la RFG sur la perte de sens dans la publication en sciences de gestion. Dès qu'on est dans un formatage extrême, à l'extrême, on est beaucoup moins sur le contenu. Même si je pense, comme Eric, qu'un minimum de contraintes, ça aide à l'innovation, ça aide à la production. À partir du moment où on est sur un marché, parce qu'on peut le qualifier de marché, de la publication hyper compétitive et dominée par les acteurs nord-américains,
forcément, on doit se plier à des règles du jeu qui ne sont pas forcément orientées sur l'impact. Voilà. Alors, Frédéric Alexandre Bailly note qu'à l'ESCP sont prises les listes de chacun des pays où l'école est présente, ce qui introduit des revues dans 5 langues. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'il est 16h20. Il est 16h20. J'ai compris qu'on avait un peu plus de temps puisqu'on devait finir à 16h30 normalement, mais je vois qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dans le chat. Je vous propose de rentrer dans le dur maintenant. Parce que dans la présentation de cette table ronde, parmi les points qui étaient soulevés, bon, parce que là, on a eu un débat et de garder ces différentes strates institutionnelles, mais on est quand même à un moment clé à plusieurs titres. Premier titre, il a échappé à personne qu'il y a d'une façon générale une grande interrogation, voire mise en cause sur ce qu'évoquait Éric Lamarck, c'est-à-dire la liberté d'expression, et notamment en sciences sociales, et notamment de certains courants en sciences sociales. Tout ça sur fond, pour faire simple, d'importation en France des débats de la société américaine. Et avec ce paradoxe ultime qui est que finalement, ce sont des Américains qui liraient assez mal Foucault, Derrida, etc., qui nous réimporteraient ensuite par les effets de classement et les écoles critiques, et ça a été évoqué dans une table ronde précédente, les théories du genre, etc., etc. Et ça interroge quand même beaucoup, c'est-à-dire cette question de la façon dont, à nouveau, comme le disait Eric, le débat médiatique pèse sur nos activités, notre difficulté aussi à y participer en tant que chercheur en management, à nous faire reconnaître. Voilà, hein, c'est beaucoup plus facile de se présenter économiste ou sociologue à la télévision que gestionnaire ou professeur de management. J'ai bien dit professeur et non pas enseignant-chercheur. Ça m'amène à un deuxième point, c'est que parfois on n'a pas besoin d'algorithme. Hein. On s'est fait imposer une distinction subtile entre enseignement et recherche. Et je me souviens qu'au moment du débat de l'étude FNEJ, donc vous avez noté un premier point, c'est cette place des sciences sociales et de la liberté d'expression qui me paraît quand même aujourd'hui à risque. Deuxième point, Bernard Ramanso disait, c'est vrai, alors c'est toujours les ambiguïtés habituelles de Bernard Ramanso, puisqu'il est celui qui a géré la transformation d'HEC, mais qui nous dit qu'en même temps, combien il a regretté de devoir gérer cette transformation, parce que ça a été une perte aussi d'une certaine identité pour l'école. Et il faisait cette remarque en disant « Je ne comprendrai jamais pourquoi les professeurs des universités ont accepté de se faire qualifier d'enseignants-chercheurs. » Et finalement, pareil pour les écoles. C'est-à-dire qu'en école, il y avait des full profs, des associés de profs, des assistants de profs, mais c'était des profs, ce n'était pas des enseignants-chercheurs. Et le premier codage de l'algorithme, il est là. Il est à dire quelque part, il y a un volet enseignement et il y a un volet recherche. Et si on disait non, il n'y a pas en gestion un volet enseignement et un volet recherche. D'ailleurs, quand on le prend dans un établissement comme c'est le cas d'Éric à l'IE de Paris ou au CNU, quand on lit les papiers et qu'on regarde un collègue sur l'ensemble des volets, je crois qu'il y a 5 grandes dimensions, ce n'est pas une, c'est 5, dont l'impact sociétal, etc., on regarde cette globalité. Donc finalement, est-ce qu'on ne s'est pas laissé imposer un code qui est ce code précisément de on va découper, et ça renvoie à une remarque d'Hervé Goua dans le chat en disant, en gros, je vais résumer, mais Hervé Goua corrigera si je le trahis un peu, mais est-ce qu'on ne va pas vers une ubérisation générale, quoi ? C'est-à-dire, finalement, il y a de plus en plus de tâches qui sont de plus en plus identifiées en enseignement, et puis en recherche, on sait qu'on va être multi-auteur, et puis on va se surspécialiser et co-signer à 10 des papiers parce qu'après, ça va compter pour l'institution via l'algorithme, etc., etc., etc. Donc, deuxième point, est-ce que finalement, on n'a pas renoncé un peu à notre identité ? Voilà. Et j'en viens au troisième point, qui est celui qui fâche le plus, parce que c'est celui qui est le plus d'actualité, c'est la liste CNRS. Parce que moi, j'ai fait savoir tout le mécontentement que j'avais contre la liste CNRS qui refusait de reclasser la revue française de gestion. Mais ce qui est fascinant, c'était les arguments qui nous étaient opposés et qui sont précisément ce que moi je vois, qui sont les arguments créateurs d'impact et d'impact médiatique, pour reprendre ce que la remarque d'Éric. C'est-à-dire, on nous reprochait d'être généralistes, on nous reprochait de faire des dossiers spéciaux, on nous reprochait tout un tas de trucs au nom de ce fameux codage, de ce code, une bonne revue académique, une bonne revue scientifique, c'est pas comme ça que ça marche.
Voilà, ça doit être spécialisé, tout le monde doit être indépendant là-dedans, etc., etc., etc. Enfin bref, on peut en débattre à l'infini, mais et ça c'est pour lancer la discussion. Hein. Mais je me dis là, on est à un moment où Emmanuel Macron nous annonce le plan S, où il va mettre 1,8 milliard, je crois, sur la table au service des sciences exactes. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné dire, vous ne pourriez pas mettre une petite centaine de millions là pour nous aider à valoriser un peu 50 ans de travaux, pour nous aider à créer de l'impact un peu différemment, pour nous soutenir dans tout un tas de choses? Ça coûte beaucoup moins cher. Hein. On demande juste 100 millions, on ne demande pas 1,8 milliard. Est-ce qu'on n'a pas une difficulté à peser en tant que représentant de la communauté de management sur la valeur de ce que l'on fait finalement? Est-ce qu'on n'a pas, dès le départ, abandonné notre souveraineté? Et la meilleure démonstration de l'abandon de notre souveraineté, c'est qu'on l'a toujours abandonné aux économistes. C'est-à-dire pourquoi il fallait qu'on soit dans une section économie-gestion du CNRS? Réponse, parce que c'est plus scientifique si on est économiste, ça paraît plus rigoureux que si on est tout seul en gestion. Et c'est bien un des sujets qui se pose aujourd'hui, y compris pour reconcevoir d'éventuelles futures listes. Donc, est-ce que finalement, on n'a pas toujours eu une fâcheuse tendance à s'auto-flageller et à refuser de prendre notre destin en main, et à nouveau, comme le dit Eric, alors que les choses s'accélèrent, comme le dit Thomas sur les plateformes, ça s'accélère, ça va de plus en plus vite, et que si on ne prend pas aujourd'hui notre destin en main, notre risque, c'est peut-être de disparaître de la photo, tout simplement, parce que finalement, les sciences sociales, c'est moins important que la 5G, c'est moins important que l'IA, c'est moins important que tout ça. Voilà, donc je lance le débat, mais il me semble que c'est un peu au cœur de tous nos sujets de marché, rivalité, géopolitique, coopération, importance de coopération, etc., etc. Qui veut rebondir? Je peux réagir? Oui, bien sûr. Moi, je pense que on peut. Enfin, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis dit avec quoi je vais faire mon premier cours. Avec quoi je vais faire mon premier cours? Mon premier cours, je suis allé lire des bouquins de gens qui avaient travaillé sur le sujet à ma place. Parce que je n'étais pas encore docteur, je n'étais pas en poste, mais on m'a demandé de faire un TD avec des trucs de cours, etc. Contrairement à un professeur du secondaire, il y a des programmes nationaux et donc on doit faire on s'interroge plus trop à un moment donné, mais on ne s'interroge pas sur ce qu'on a enseigné. C'est-à-dire qu'il va dire, mais qu'est-ce que je vais mettre dans le cours? Voilà. Et le problème, c'est qu'on continue à faire ça aujourd'hui et ça fait bien de mettre dans ces cours que des trucs qui ont été écrits par d'autres. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut faire juste les perroquets et dire ce que d'autres ont dit sur d'autres échantillons, sur là, ou est-ce qu'on veut avoir notre sujet à dire, nos éléments nous à dire au regard de ce qu'on a fait comme recherche? Voilà, donc c'est ça en fait. Et je pense que nous sommes dans une sorte effectivement, de sous-développement intellectuel, puisque finalement, quand on est un pays sous-développé, quand vous y allez, ils vous disent que c'est forcément mieux ailleurs. Donc forcément, c'est mieux quand ça vient de Harvard, c'est mieux quand ça vient du MIT, ou je ne sais pas, on peut citer un, et bientôt ça sera mieux parce que ça vient de Chine, et ça sera mieux, quoi. Voilà, donc ça sera mieux. Donc, à quoi ça sert, nous, de faire... Voilà, donc il y a un risque, c'est pas simplement un risque c'est un risque de déclassement, c'est-à-dire qu'on ne sera plus que des animateurs de contenus qui auront été faits par d'autres. Donc la question est simple, c'est est-ce qu'on veut être souverain sur nos contenus également? Voilà. Et si on va parfois dans certains pays, on va dire émergents ou des pays, on va dire sous-développés, on va y aller, on va diffuser, mais on ne va rien retirer. Ils ne font qu'attendre ce qu'on va leur donner. Donc pareil, nous on va attendre la mode qui vient des États-Unis, on va attendre le machin qui vient du Canada ou je ne sais de quel autre pays. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut avoir de l'autonomie sur nos sujets, etc. Et je pense qu'il s'est aussi diffusé l'idée en dehors de nos domaines et chez les gouvernants, chez les grands, dans les écoles, etc. C'est-à-dire, de toute façon, ça n'est bien que si ça vient de l'extérieur. Ça n'est bien que si on a des grands profs américains ou anglo-saxons qui viennent de l'extérieur nous enseigner comment ça se passe chez eux. Voilà, il n'y a que ça qui est bien. Donc, en fait, on est acteur complet de notre déclassement. Voilà, donc ça c'est un constat moi que je fais. Et on essaye, tant bien que mal, dans certains endroits, de dire
Il me paraît normal qu'on évoque la façon dont on manage ceci ou cela ou dont on fait de la finance aux États-Unis, mais pour mes collègues financiers qui nous écoutent, on sait très bien qu'un bouquin de finance aux États-Unis, il n'est jamais écrit comme un bouquin de finance par un Français ou un Européen, on va dire ça comme ça. Ça n'est pas la même façon de l'écrire ou ce n'est pas la même façon de présenter les choses. Quand on va dans des pays tiers, et pour y être allé, notamment dans des pays, notamment Moyen-Orient et autres, je dis non, on ne fait pas, nous, c'est pas mieux. On approche les choses de façon un peu différente, avec une expérience et un regard différent. Je pense que le management à la française des écoles d'il y a 20 ou 30 ans, il a disparu. Il s'est uniformisé. Il n'y a plus de pensée française et sans doute pas encore de pensée européenne sur le management, de mon point de vue. Donc ça aide pas. Ça aide pas à se faire reconnaître, ça aide pas à inciter les gens à nous financer pour X raisons. Ça incite personne à s'occuper de nous. Donc, si c'est du management, autant prendre un bon bouquin de management d'un prof anglo-saxon traduit en français parce que nous, on traduit leur truc, mais eux, à l'inverse, jamais ils vous traduisent. Hein, donc, bon, voilà, donc autre truc, on se laisse faire. Donc, on est tout flatté d'aller traduire le bouquin d'un grand professeur de machin, etc. Moi, j'ai toujours refusé de traduire le moindre truc. Hein. Ils ont qu'à le traduire eux-mêmes, quoi. C'est leur boulot. S'ils veulent diffuser quelque chose. Donc, effectivement, on se laisse des clés. Donc, ça c'est un phénomène dont on est largement responsable. Hein. Moi, je veux dire, tout le monde s'apitoie. Enfin, le syndrome Calimero, c'est trop injuste, Platin-Couffin. On est largement responsable de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Pas complètement, mais très largement. Après, il y a une histoire sur laquelle on ne peut pas grand-chose, qui est, de mon point de vue, celle d'une histoire française et européenne, en tout cas française, d'attrait pour les sciences dures. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans certains pays aussi. Ce n'est pas que français, mais il y a pas mal de pays où il y a un attrait naturel pour les sciences dures. Ben, sinon, ce n'est pas de la science, c'est que le côté sciences humaines et sociales, c'est un truc qui passe à 10 000. Hein. Moi, j'ai vécu X expériences quand j'étais au CNU ou en tant que président des IAE, où la gestion, c'est une discipline d'éveil, quoi. C'est le dernier que j'ai entendu, c'est une discipline d'éveil, quoi. Voilà, donc moi j'avais l'habitude de dire c'est le sport et la musique au lycée. Donc là, c'était encore mieux, c'est un truc de la maternelle. Donc en fait, on est descendu d'un cran là, dans l'esprit de certains. Bon, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Alors évidemment, ce qu'on fait peut alimenter pour améliorer, mais on a un double défi. Il y a des choses qu'effectivement, il faut aller au-devant de ces gens-là là, qui ne comprennent rien là, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut aussi et qu'on ne sait pas raisonner un peu par nous-mêmes, comme si on était un peu des adolescents. On ne sait pas encore parler par nous-mêmes, donc il faut qu'on prenne la parole des autres pour essayer de dire quelque chose. Donc moi, je pense, voilà, ça c'est qu'une partie du problème, et c'est clairement, et donc si on abandonne toute forme de recherche ou de publication qui aurait une dimension européenne, je ne vais pas me placer français, mais en tout cas européenne, sur des échantillons européens, sur des contextes qui sont les nôtres, je pense qu'on est des agents de diffusion des cultures autres et des résultats autres. Et il faut l'assumer, il ne faut pas se dire que c'est mal, etc. Si on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, ben faisons comme ça, allons-y, quoi. Voilà, donc voilà, moi c'est ça mon sentiment, mais qui est pour partie largement responsable. Je suis désolé, quand vous essayez d'évaluer ce que c'est une politique scientifique ou quand vous allez chercher à regarder ce que c'était une stratégie d'établissement d'enseignement supérieur, y compris pour des gens qui doivent les faire pour des classements ou je ne sais pas quoi, ça vous tombe de la chaise. Heureusement qu'on ne se sert pas de ça comme étude de cas pour les cours de stratégie, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, ça, c'est mon côté de Gaulle. Hein. Moi, l'indépendance, il faut concevoir l'arme nucléaire, du coup. Hein. C'est plutôt que d'accepter totalement de se soumettre, quand même. Voilà. Aude veut parler. Bon, oui, alors je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Eric Lamarck et je rebondirai avec un paradoxe et une illustration supplémentaire. Je commence par l'illustration supplémentaire. La dernière session de qualification montre quand même qu'on est complètement cannibalisé. Et on est cannibalisé par notre faute. Mais pas par les économistes, hein, par les génies mécaniques, par les STAPS, par les infocoms, par les politistes, les sociologues. Je veux dire, tout le monde a une bonne raison de faire des sciences de gestion. Bizarrement, on est quand même, malgré tous nos complexes, extrêmement attractifs. Mais il y a toujours des gens pour apporter le vernis qu'il faut à un papier ou quelque chose. Donc, à un moment donné, l'identité des sciences de gestion doit être revendiquée. Même si on est très ouvert sur les méthodes, les corpus théoriques et tout ce qu'on veut, à un moment donné, on est en sciences de gestion et quand on écrit un papier en sciences de gestion, il faut le faire savoir. Donc là, il faut être assez fort aussi pour être responsable et dire je suis en sciences de gestion et c'est vachement bien.
en fait. On est content, on n'est pas obligé d'être autre chose. Et le paradoxe, c'est finalement, moi j'ai l'impression que, notamment avec l'ampleur qu'a pris le réseau des IAE, mais également d'autres institutions étatiques de gestion, on est extrêmement compétitif face aux grandes écoles. Et là, quand je dis grandes écoles, je ne pense pas forcément aux écoles de commerce, je pense à d'autres grandes écoles publiques qui sont formateurs de cadres dirigeants, comme nous, IAE ou autres instances de sciences de gestion. Et en plus, on a la recherche. Donc, c'est exactement ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire que la recherche sert à alimenter nos cours, on a une vraie valeur ajoutée. Bien si, évidemment, en tant que responsable de master, je vais aussi faire intervenir des experts du champ, du métier. Là, je n'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, une capacité réflexive, une capacité à faire inventer les solutions, une capacité aussi à en mettre en situation inconfortable les étudiants. On est dans l'incertitude. Des fois, on ne sait pas quoi faire, mais ce n'est pas grave. C'est ça être un manager. Gérer de l'incertitude, arriver à ne pas se laisser dépasser et à inventer une solution qui sera la meilleure à cet instant-là, dans cette situation-là. Et ça, je trouve, c'est dommage de ne pas avoir su nous infuser les sciences de gestion, j'entends, dans les grands établissements publics, formateurs de cadres dirigeants, publics ou privés. Et ça, c'est pour moi un défi qui est devant nous, mais qui n'est pas dépassé, en fait. J'ai l'espérance de pouvoir encore le faire. C'est-à-dire qu'il y ait des recrutements de professeurs de sciences de gestion dans les grands établissements publics autres que les universités. Parce qu'il y a la recherche, on a la recherche pour nous. Alors, je ne sais pas de combien de temps nous disposons encore, puisque nous avons déjà dépassé de 5 minutes par rapport à l'heure prévue au départ. Mais comme on a un peu plus de temps, donc Frédéric nous dira dans le chat combien de temps on peut disposer encore. Moi, j'aimerais, merci, d'abord, c'est extrêmement stimulant. Dans le chat, il y a beaucoup de débats. Hein. Je vous laisse les lire parce qu'il y a à la fois des commentaires et des questions. Moi, j'ai envie de vous soumettre une proposition. Est-ce que l'heure n'est pas venue de sortir un peu de notre ancrage strictement scientifique, enseignement-recherche? Est-ce qu'il n'est pas le temps de commencer à nourrir le dialogue avec le ministère de la Culture, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, parce que finalement, on touche à des questions de soft power, parce que finalement, on touche à des enjeux de souveraineté. Voilà, mais au sens fort. Et est-ce qu'on n'a pas besoin d'états généraux du management, d'états généraux de la souveraineté scientifique en management? Voilà la proposition que j'ai envie de vous soumettre. Et pour l'illustrer, juste une petite anecdote sur laquelle Pierre-Jean Bengozi avait attiré mon attention, c'est le cas Salto. Et le cas Salto, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plateforme de mémoire créée par France Télévisions, un certain nombre d'opérateurs français dans l'audiovisuel, qui a été créée pour concurrencer Netflix. Alors, elle a été créée pour concurrencer Netflix. Le seul problème, c'est qu'elle a été lancée donc, au mois d'octobre dernier. Et donc, autant vous dire qu'elle arrive un peu tard, la plateforme Salto. Alors, ils sont très contents, ils ont 200 000 abonnés, mais par rapport à un ogre monstrueux comme Netflix, on imagine bien que ça va être très compliqué quand même d'exister. Est-ce que ce n'est pas ce type d'initiative qui devrait, puisqu'Éric évoquait la question de la valorisation, que je préfère, terme dont vous savez que je le préfère nettement à vulgarisation, qui renvoie à tout l'imaginaire sciences dures, est-ce que ce n'est pas le temps de se retrousser les manches et mettre autour de la table les grands acteurs de la place de l'édition, d'éditeurs de manuels universitaires, voire secondaires aussi? J'ai été très frappé quand j'étais au jury d'agrégation du secondaire, la même année que j'étais au jury d'agrégation du supérieur, de voir que dans les copies de nos collègues du secondaire, de classe prépa, il y a des noms de profs de gestion bien connus de la communauté francophone. Voilà, les Michel Calica, les Maurice Thévenet, etc. revenaient régulièrement dans les copies. Ça veut dire qu'aussi ça, c'est un espace qu'on a complètement laissé de côté au motif de cette fuite en avant dans la recherche. Est-ce qu'il n'est pas temps de venir se mettre autour de la table tout ça? Juste une anecdote pour terminer. C'est Jean-Yves Mollier qui a beaucoup travaillé sur l'édition, parlait alors là, non plus du cas Salto, mais du cas Hachette, et du moment où en 2014, Hachette a dû négocier avec Amazon, Amazon voulait contraindre Hachette à baisser les prix, parce qu'évidemment, le but d'Amazon, c'était d'avoir le plus de visites possible.
et Hachette n'a pas su résister, n'a pas pu résister, ou s'est retrouvé complètement démuni. Et la formule, ça a été, mais comment négocier avec quelqu'un qui fait 100 fois plus de chiffre d'affaires que vous? Voilà. Donc, est-ce qu'on n'est pas à ce moment-là, à ce breaking point-là, où à un moment, il faudrait qu'on oublie un peu, comme l'a dit Eric, nos petits débats entre nous, à se regarder le nombril et à se dire les vrais enjeux sont ailleurs. Et finalement, il faudrait qu'on interpelle aussi nos instances politiques pour dire, mais allez discuter avec vos collègues politiques d'autres ministères et mettez tout ce petit monde autour d'une table et ayons une vraie stratégie nationale. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, si on a encore un peu 5 minutes, c'est peut-être vous signaler déjà un événement qui, d'une certaine façon, corrobore un peu ton point de vue, ta proposition, Jean-Philippe, qui était la tenue pour la 2e année consécutive cette année, malgré les conditions des États généraux des sciences humaines et sociales, organisés par le HESS, par l'INED. Vous allez me dire, oh là, on est un peu loin des gestions, mais il faut voir là aussi si la tentative de mutualisation, tout en ayant des approches propres à la science de gestion, ne serait pas intéressante. En tout cas, il y a d'autres secteurs et d'autres communautés académiques qui font le même constat, qu'on arrive à un breaking point et effectivement à l'idée qu'il faille trouver une façon de se réinventer, de se repositionner en style de secteur. Moi, je ne suis pas chercheur, mais une petite proposition technique qui fait un peu écho à ce que tu disais sur le soft power, à ce que disait aussi Eric sur cette référence mécanique et systématique à l'anglais. Peut-être aussi de déconcentrer le débat. On parle de géopolitique, il y a aussi une forme de multilatéralisme qu'il faut peut-être entretenir plutôt que d'une certaine façon avoir systématiquement, alors on dit l'anglais c'est indépassable, peut-être qu'aujourd'hui nous on est très surpris de voir à quel point des statistiques en Asie, en Chine, au Japon, en Corée sont importantes, y compris pour des revues en gestion. D'ailleurs, ça m'étonnerait, oui, mais si, pourtant c'est le cas, et avec des espaces qui sont quand même encore largement investis. Par exemple, vous savez peut-être qu'il y a une plateforme en anglais qu'on a constituée, qui était une première étape nécessaire, mais elle va se décliner avec une deuxième version en espagnol, et on pense par exemple que l'Amérique latine et l'espace hispanophone, c'est un espace qui partage beaucoup de constats, et que sur l'idée de se dire, pour être bien visible au Brésil, il faudrait écrire en anglais, peut-être qu'une bonne façon, c'est aussi plutôt de passer par d'autres langues véhiculaires, qui ne sont pas dans les canons absolument académiques, mais qui seraient une meilleure façon pour être lus par des collègues brésiliens, argentins, colombiens et autres. Et qu'effectivement, ce travail de mise en scène de la recherche francophone pour d'autres espaces, c'est un travail qui demande un peu d'animation. On ne parle pas que de traduire, on parle d'organiser, travailler référencement et de rééditorialiser. On travaille avec des journalistes depuis quelques temps déjà pour, d'une certaine façon, créer un peu d'animation là-dessus, réagencer un peu des articles, ou en tout cas développer un certain goût de lecture. Des techniques d'ailleurs plus journalistiques que d'une certaine façon académiques, mais on voit bien qu'on est un peu à cheval et à la frontière du monde des médias et du monde de la rédaction de recherche, effectivement. Mais effectivement, c'est une voie à investir. Et à mesure, en tout cas, que les technologies en tout cas, de traduction, je ne dirais même pas automatique, mais traduction assistée par ordinateur, permettent, avec des bonnes conditions de mutualisation, d'accéder peut-être à d'autres conditions de traduction que celles qu'on connaissait, tout en ne rognant pas aucunement sur la qualité. Il n'est peut-être pas impossible demain d'imaginer une forme un peu de circulation qui soit multilatérale et en se disant voilà ce qu'on essaie de faire vis-à-vis des collègues hispanisants, voilà ce qu'on essaie de faire autour de la langue arabe, voilà ce qu'on essaie de faire avec le chinois, pour ne pas avoir d'une certaine façon ce réflexe pivot qui est celui systématiquement de la langue anglaise, ce qui n'est peut-être pas l'espace le moins encombré et le plus facile d'accès, alors qu'il y a peut-être d'autres espaces dans une stratégie là, quasi diplomatique, pour faire écho à tes appels au rapprochement du ministère des Affaires étrangères. Et le soft power, en tout cas, je ne peux que, d'une certaine façon, confirmer l'intérêt croissant de la culture, des affaires étrangères, sur ces questions de circulation des connaissances, de traduction. J'en veux pour preuve, par exemple, la constitution, la prochaine, d'un observatoire de l'édition scientifique qui est sous la double tutelle de la culture et de l'enseignement supérieur, bizarrement. Alors on peut se dire, en quoi la culture parle de science? La culture parle de publication, parle de soft power, parle de droit d'auteur, parle de capacité de rayonnement. Alors, j'ai vu dans le chat que le terme d'industrie ne plaisait pas trop, mais des industries culturelles, alors est-ce qu'on met l'édition, est-ce qu'on met la production de connaissances dans des industries culturelles? Peut-être pas, et en même temps, ça aurait certains avantages aussi, comme tu le rappelais, Jean-Philippe. Donc voilà, le débat est ouvert, et en tout cas, on voit que cet appel du pied est dans l'air du temps. Bien, sauf à ce qu'il y ait une dernière réaction. Je vois qu'Éric a ouvert son micro. Frédéric nous a dit qu'il restait 3 minutes, il y a 2 minutes. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole pour un tout dernier mot. Non, mais moi j'appelle. Enfin, bon, d'abord, considérons aussi que notre champ scientifique est assez jeune et qu'on essaie de se comparer souvent à pas mal d'autres choses. Et j'en ai parlé pas mal avec d'autres acteurs dans notre pays. Voilà, 50 ans, on va dire, pour faire court, quoi, une cinquantaine d'années. Je ne suis pas un expert de l'histoire des sciences, mais tout le monde convient à dire que ça reste
une phase de structuration un peu jeune où, quand on est un peu jeune, on a tendance à partir dans tous les sens et penser d'abord à soi avant de penser aux autres, ou de penser à la société. Donc, je pense que dans les périodes récentes, les débats sur effectivement l'intérêt de ce qu'on fait, l'impact, la reconnaissance, etc., c'est des sujets qui progressent fortement après avoir cherché celui de la légitimité avec des publications, des revues, du Canty, des étoiles, etc. Je pense qu'une phase pourrait s'ouvrir dans la deuxième partie des 50 ans des sciences de gestion en général, je parlais du management. Une deuxième phase pour résoudre, c'est effectivement réfléchir, et on ne va pas le régler en 3 secondes, hein, mais à réfléchir effectivement comment on réinvestit ou on investit, parce qu'on ne l'a peut-être pas fait, l'espace public, comme d'autres ont pu le faire à un moment donné quand ils étaient arrivés à une certaine maturité. Donc moi, ma seule interrogation, c'est est-ce qu'on est proche de cette situation de maturité, ou est-ce qu'on va encore entre nous s'envoyer des grandes réflexions et des grands trucs qui ne servent pas à grand chose, en fait, si ce n'est à globalement se fâcher de temps en temps régulièrement et puis se réconcilier, ou si on va se concentrer sur quelques objectifs extérieurs, des cibles, peut-être des ministères, les entreprises, enfin nos acteurs traditionnels, et où on va revenir un peu plus organisé et un peu plus en force et un peu plus avec, je dirais, des forces de frappe auxquelles il s'agit de réfléchir. Donc voilà, moi, mon sentiment général, et faudra-t-il sans doute un événement pour qu'effectivement on se resolidarise et qu'on reparte à la reconquête de certains éléments de notre souveraineté. Eh bien, merci beaucoup, Eric. C'est une parfaite conclusion, je trouve. Et je retiens que le mot qu'on retient de l'intitulé général de la table ronde, c'est face aux rivalités au pluriel, de la coopération au singulier. Merci à tous. Merci Jean-Philippe. Merci. Merci à tous. Merci Au Jean-Philippe. revoir.